la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Goal! S'il y a bien un endroit dans le monde où le foot déchaîne les passions, c'est bien l'Amérique latine. Nous allons parler aujourd'hui sur les deux rives du foot en Amérique latine. Alors oui, évidemment, vous pouvez nous dire que nous sommes racoleurs, on fait ça en pleine Coupe du Monde, et bien sûr, c'est fait exprès. Pour parler de ce que représente le foot en Amérique latine, nous sommes avec Arnaud Ruby. Arnaud Ruby est sociologue, coach. Il est directeur de l'agence Nomada, qui est une agence de coaching mental et interculturel dans le milieu du sport. Alors, vous pouvez aller voir ce que c'est que ça sur Instagram, nomada.sport. On va mettre les coordonnées juste ici. Et sur Internet, la page web, c'est www.nomada-sport.com. Voilà. Alors, Arnaud, bonjour. Merci d'être sur notre rive. Eh bien, bonjour Romain et merci de me recevoir. Toujours un plaisir de te voir et aujourd'hui avec la chance de participer. Ça fait plaisir de te revoir comme ça. Alors Arnaud, on va commencer cash. Qu'est-ce que représente le foot en Amérique latine? Grande question, on essaiera de trouver des compartiments, mais qu'est-ce que représente le foot? Est-ce que c'est juste un sport ou ça va au-delà du sport? Bah, il semble en tout cas que ça aille au-delà du sport dans pas mal d'endroits et que ce soit en fait le foot, oui, plus qu'un sport. Là, j'ai l'impression dans toutes les catégories en fait de la population, quoi. Et l'une des choses qui m'avait marqué quand je suis arrivé en Amérique latine pour la première fois, c'est le respect qu'il y avait pour ce sport et pour les footballeurs de la part de tous les pans de la société. Et notamment, là, ça se manifeste avec toute la quantité de livres d'intellectuels latino-américains qui avouent et qui aiment parler de sport et qui rédigent des ouvrages très intéressants là-dessus. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on était plutôt habitué à une autre conception, un sport un petit peu des fois vu comme populaire, donc un peu beauf et pas digne d'être respecté par tout le monde. Et en Amérique latine, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est quelque part un fait social total dans ce sens-là, où tout le monde a son mot à dire, est intéressé par le foot et par tout ce qu'il représente. Moi, c'est Oui, vraiment ce qui m'a marqué. d'ailleurs, alors on pense évidemment à l'ouvrage de Eduardo Galeano, au football à sol y sombra, football ombre et lumière, qui est traduit en français. Alors il y a quand même quelques intellectuels aussi en France qui ont écrit sur le foot. On pense à Jean-Claude Michéa, on pense à Pascal Boniface par exemple. Mais c'est vrai que le rapport n'est pas du tout le même. Et puis il y a une vraie culture, une vraie passion de tous les gens. Moi, je vais vous donner des exemples. Par exemple, il y a quelques mois, quelques semaines, j'étais dans un taxi, je vois qu'il écoutait le match du championnat. Et donc, on discute, il me dit, ah, c'est d'où? De France, c'est quoi ton club? Je fais l'Olympique de Marseille, bien sûr, un autre club, ça n'existe pas en France. Et le mec commence à m'égrener l'histoire de l'Olympique de Marseille, commence à me parler de l'équipe actuelle, comment il devrait jouer, etc. Moi, je mets au défi les Français de me parler de l'Alianza Lima ou du Boys del Callao, hein, ou du Caracas Football Club, peut-être à la limite de Boca Juniors en Argentine. Et il y a quand même une vraie passion. Les gens sont absolument passionnés. Chaque défaite du club ou de l'équipe nationale est vécue comme un traumatisme, n'est-ce pas? Oui, ça c'est sûr, et ça laisse des traces. Et forcément, les charriages, on va dire, footballistiques peuvent durer des années, se transmettre de génération en génération. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant. Moi, il y a juste un pays en Europe où j'avais vu un petit peu une anecdote similaire à celle que tu as vécue, un taxi en Grèce, quand j'habitais en Grèce, qui avait vu une écharpe des Girondins et qui m'avait limite engueulé comme ça parce que je lui avais fait perdre l'auto sportif. Il avait parié sur une victoire, on avait fait match nul. Et voilà, donc c'est vrai qu'en France, ça, on l'a jamais vécu. Je dirais qu'il n'y a pas une très grande culture sportive de ton taxi grec parce que parier sur une victoire des Girondins, mais je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Oui, et donc, alors, à part le Venezuela et des pays d'Amérique centrale qui, pour des raisons, on va dire, de colonisation économique par les États-Unis, et donc le sport est principalement le baseball, mais sinon le football, c'est du Mexique, donc jusqu'à l'Argentine, avec une même passion. J'en profite d'ailleurs pour saluer
ma copine Samy d'Équateur qui m'a offert le maillot d'El Nacional, qui est un club de Quito. En 2021, nous avions fait un petit reportage sur les supporters d'El Nacional. On remettra le lien en description pour que vous puissiez aller voir la passion aussi qui étreint ses supporters. Alors évidemment, ça existe aussi en France et en Europe, mais là, vraiment, c'est, comme tu le disais, tous les pans de la société qui sont derrière. Alors, en termes de championnat, quel type de comparaison on pourrait faire avec entre les championnats européens et les championnats latino-américains? Alors, bon, sûrement qu'il y aura plein de personnes qui auront une vision différente de celle que je vais avoir. Et c'est ça aussi qui est beau dans le football. C'est que c'est tellement. Tout le monde se l'approprie et donc on a des sensibilités, des perceptions différentes. Moi, je dirais que je l'ai découvert vraiment, en fait, à partir de 2005, quand je suis parti vivre en Amérique latine. Et au Venezuela, du coup, donc pour un pays qui n'est pas un pays où le football est le sport le plus populaire, mais où néanmoins la fanaticada, elle est vraiment présente et passionnée. Et pour le coup, je m'attendais un petit peu à cette image romantique un peu que j'avais depuis la France, avec un football fait de dribbles, avec peut-être une petite ingénuité au niveau tactique, mais où j'allais avoir du football champagne quelque part. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'est un football totalement différent, un football très physique, un football où tous les coups sont permis, où tout le monde mouille le maillot jusqu'à la fin et où l'engagement compense des fois justement sur un aspect technique quelque chose de pas forcément aussi grand que ce que j'ai imaginé. Mais voilà, je dirais que c'est quelque chose avec beaucoup d'intensité. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que voilà, tous les moyens sont bons pour gagner. Et donc, il y a pas de petite victoire, en fait. Et comment tu interprètes, là, tu nous dis tous les moyens sont bons pour gagner. Donc, du coup, la règle, parce que le foot, il y a quand même des règles, il y a quand même un arbitre. Donc, quel est le rapport à la règle dans les matchs que tu as pu voir? Et ben, je trouve que le rapport à la règle, en fait, euh, il représente un petit peu les deux visions qu'accompagnent le football depuis sa naissance, à savoir cette vision un petit peu du fair play qui était défendue justement par les premiers joueurs de football et qui veut que la victoire n'est belle que si il y a un comportement exemplaire. Et cette vision plutôt de la poussée populaire et l'appropriation du football par la classe ouvrière qui comprend qu'en suivant les règles du jeu, on n'est pas sûr de gagner et que la règle et le fait de pouvoir passer au-delà de la règle sans se faire choper est aussi une manière intelligente de jouer avec la règle. Et en ce sens, elle est tout à fait respectable et elle est légitime pour arriver à la victoire. Et ça me rappelle un petit peu la différence de traitement entre la main de Maradona ou la main de Suarez contre le Ghana et la main de Thierry Henry avec la France pour les barrages pour la Coupe du Monde 2010 contre l'Irlande. Je me rappelle que même moi, au moment où on marque, où il fait cette main et après la passe décisive pour le but qui nous qualifie, j'étais un petit peu mal à l'aise de cette qualification et la presse française aussi était assez mal à l'aise. Ah, on n'aurait pas dû gagner, c'est honteux de passer comme ça. Surtout, c'était Alors qu'en Amérique contre latine, l'Irlande qui était très fair-play en plus, qui sont connus pour être très fair-play, autant leur équipe que leurs supporters. et du coup, ça, je me dis que ça n'arriverait jamais en Amérique latine, quoi. Parce que si tu arrives à gagner, justement, en burlándote de las reglas, en Le jouant moquant les avec les règles. règles, eh ben, c'est encore plus jouissif quelque part. Et ça pour moi, c'est intéressant. Oui, d'ailleurs, on se souvient qu'après la main donc, de Luis Suarez, qui à dans les dernières minutes du match contre le Ghana en quart de finale de la Coupe du Monde 2010, un tir du Ghana et Luis Suarez, qui est attaquant, bloque le ballon avec ses mains, donc il est immédiatement expulsé, bien entendu, sauf que le Ghanéen, derrière, loupe le penalty et au final, le Ghana sera éliminé. Et on se rappelle effectivement que le président d'alors, de l'Uruguay, donc qui était le Pepe Mujica, avait félicité son joueur hein, quand ils étaient rentrés à la maison, après avoir finalement perdu en demi-finale. Et la main de Maradona reste une icône aussi. Exactement. Donc Et, et, voilà. et dans Pardon, les oui. matchs, donc tu disais des matchs plus rugueux, peut-être un peu moins techniques, cette vision du football champagne, je l'accompagne parce que moi, j'ai vu des matchs aussi au Venezuela. Alors, j'ai vu des matchs locaux, non, d'équipes vénézuéliennes. J'ai aussi vu des matchs de la Copa Libertador. Donc, je me rappelle d'avoir vu un match Caracas contre Fluminense, donc grande équipe historique du Brésil. Là aussi, je m'attendais à ce que tu appelles le football champagne. Et en fait, non, pas du tout. C'est un peu de ce que tu décris. Je me rappelle avoir vu une quantité de matchs importante en Équateur et réellement, à quelques rares exceptions près. Je ne parle pas de l'équipe nationale, hein, je parle des clubs, mais te fait chier comme un rat mort.
Et au Pérou, effectivement, j'ai aussi vu des matchs. Alors, en fait, j'aimerais dire, l'ambiance sur le terrain ne reflète pas l'ambiance dans le stade. Parce que dans le stade, si, ça bouge, ça pète, ça vit. Ah oui, ça pour le coup, oui, moi aussi, les matchs de Copa Libertadores que j'ai pu voir en Argentine ou au Venezuela, j'ai vu des ambiances, oui, et des fumigènes de partout. Je me suis senti vraiment transporté comme jamais ça m'est arrivé en Europe, ni en Italie, ni en Grèce, ni en France. Oui, et d'ailleurs, oui, tu as vu des grands matchs en Argentine, parce que l'Argentine, c'est quand même c'est quand même un des berceaux hein, du football latino-américain. Ça vit, c'est une passion gigantesque. Oui, mais dans les stades, alors j'y suis allé pour la Copa América qu'ils avaient organisée notamment en 2011, où le Venezuela était arrivé en demi-finale. J'y suis allé aussi pour voir des matchs de Copa Libertadores au Monumental. Je me rappelle d'un River contre Santos. Et ben, j'étais en fait, pour le coup, là, les stades n'étaient pas pleins et j'étais moins transporté et j'ai moins halluciné en fait que l'ambiance dans les stades à Caracas et aussi évidemment à San Cristobal. Bon, très bien. Donc, Caracas, San Cristobal, pour le coup du Venezuela, ce sont les deux seuls clubs, je dirais, avec une structure professionnelle dans le cas du Venezuela. Les autres ont suivi un modèle économique de développement qui est plus proche des franchises de baseball, puisque la matrice au Venezuela, c'est le baseball. Alors, ça va nous permettre de faire une petite transition en parlant de modèle économique sur le marché des joueurs latinos, le vivier de joueurs latinos, parce que précisément, quand il y a des pépites qui viennent dans le championnat européen, là, pour le coup, c'est différent. Ils apportent aussi un vrai plus. Alors là, on pense évidemment à Ronaldinho, à Neymar, à Rai. On pense évidemment à Messi, bon, dans le cas de Barcelone et aujourd'hui de Paris. Enfin, il y a des vraies filières, là, pour ne citer que, pour le coup, que la France est des grandes stars, mais il y a des vraies filières de joueurs latino-américains. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point-là? Alors effectivement, bon, de manière générale, déjà, le football est chaque année plus globalisé. Et donc, effectivement, la part des footballeurs expatriés au niveau général dans le football ne cesse d'augmenter, hein. Aujourd'hui, je crois qu'en 2022, selon le site de l'Observatoire du football, que je vous recommande à tous, qui dispose de beaucoup de données pour analyser un petit peu les mouvements dans le foot. Et bien, en gros, aujourd'hui, c'est plus de 20%, c'est 22% de l'ensemble des joueurs qui jouent actuellement dans toutes les ligues au niveau mondial, qui sont expatriés, donc c'est-à-dire qu'ils jouent pour un club et pour un pays dans lequel ils n'ont pas été formés, et ils ne sont pas nés. Et ça arrive même à 27% en Europe, alors que pour l'Amérique du Sud, pour le coup, c'est ceux qui ont le pourcentage le plus faible de 9%. Mais donc, parce qu'en Amérique latine, le mouvement, il est inverse en fait, et le Brésil est le pays qui possède le plus grand vivier, le plus grand nombre de joueurs expatriés professionnels actuellement, devant la France et l'Argentine en troisième position. Et ce sont des résultats, enfin des tendances qui sont maintenant assez établies, même si l'écart entre le Brésil et la France tend à se réduire un petit peu. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut noter aussi la Colombie qui est en sixième position. Et puis, vous avez des pays donc plus petits comme l'Uruguay, comme le Chili au niveau de la population, mais qui sont quand même présents dans ce vivier. Et généralement, euh, il faut savoir que les footballeurs expatriés vont généralement dans les pays frontaliers, en fait, sauf pour le Brésil, qui, pour le coup, a cet axe privilégié entre le Brésil et le Portugal. Les Argentins dans une certaine mesure aussi, mais les Argentins s'expatrient aussi beaucoup dans les pays d'Amérique latine. Et en fait, généralement, grosso modo, les pépites arrivent du Brésil au Portugal, elles se font remarquer, puis là, signent pour un club du Big Five, donc des cinq plus gros championnats européens, avec une préférence pour l'Angleterre, mais aussi la France, l'Espagne et l'Italie, qui a parmi les cinq championnats les plus importants, celui qui a la plus grande part de footballeurs expatriés actuellement en son sein. Latino-américain. Et Alors, pour l'Italie, c'est général. d'accord. C'est la partie des expatriés. Pour les latino-américains, je ne connais pas, mais effectivement, ils sont surtout, ouais, enfin, ils sont présents relativement de manière homogène dans les cinq. Et le Brésil, surtout en Angleterre, en Espagne et en Italie, pardon. D'accord. Et est-ce que ça dénature pas finalement, parce que si les pépites, est-ce que ça dénature pas les championnats latino-américains que les pépites partent en Europe? Alors, oui et non. Effectivement, il y a ce phénomène. Là, on peut le voir d'ailleurs dans l'actualité, là, avec le Real Madrid qui vient de conclure le transfert d'une nouvelle pépite brésilienne
qui a très peu de matchs dans les jambes et qui a déjà été acheté pour plus de 70 millions, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc, pour ces phénomènes-là, oui, mais comme on l'a vu, il y a beaucoup en fait de footballeurs latino-américains qui s'expatrient et qui vont dans les autres championnats latino-américains. Et donc, ça, quelque part, moi, je trouve que ça enrichit aussi et ça nourrit chaque championnat. Mais il y a effectivement des routes où, en fait, les meilleurs iront en Europe, mais beaucoup de bons joueurs resteront sur le continent latino-américain, mais en jouant pour plusieurs pays tout au long de leur carrière. Alors, est-ce que tu aurais un mot pour analyser les équipes latino-américaines qui sont qualifiées, donc qui étaient 4, non? Il y a eu le Brésil, Oui. l'Argentine, l'Uruguay et l'Équateur. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est-à-dire avant les demi-finales, il n'y en a plus qu'une, l'Argentine, de qualifiée. Comment tu expliques cela? Alors, je ne l'explique pas, je t'avoue que bah, c'est la magie aussi du football. C'est toujours intéressant d'expliquer a posteriori pourquoi ce qu'on avait dit hier et en fait ne s'est pas réalisé. Moi, j'avoue que j'étais surpris, surtout par l'élimination du Brésil. Hein. Vraiment, le Brésil cette année me faisait peur. Je l'ai trouvé très complet. Je trouvais qu'ils avaient montré un très bon niveau de jeu, vraiment une espèce de force tranquille et une puissance là. Donc, ça m'a surpris, mais la Croatie est vraiment dure à battre. L'Argentine m'a surpris dans l'autre sens. J'avoue que je ne pensais pas qu'ils arriveraient, surtout après leur première défaite, après 36 matchs sans défaite, leur première défaite là, face à l'Arabie Saoudite. J'ai pu penser que ça pouvait être un grain de sable qui allait devenir un petit peu plus problématique. Et en fait, on sent qu'ils prennent confiance, que là, ils sont vraiment lancés depuis 2 matchs. Et même si je ne donnerais pas la Croatie morte à l'heure actuelle, je pense quand même qu'effectivement, ils ont de grandes chances d'arriver en finale. Et Espérons contre la France. Juste, Et juste un truc, pourquoi justement, à part le Brésil et l'Argentine, et dans de très rares périodes l'Uruguay aussi, pourquoi aucune autre équipe latino-américaine qui sont pourtant portées par tout un peuple n'arrive à finalement à éclore sur la scène mondiale? ben, c'est vrai que c'est en fait un club très fermé, le club des champions du monde. Hein. Il n'y a que 8 pays qui ont gagné au moins une fois, qui ont remporté donc, la Coupe Jules Rimet au moins une fois dans leur existence. Donc c'est un club très très fermé. Et effectivement, il y a beaucoup plus de nations européennes que de nations sud-américaines. Effectivement, ils ont peut-être moins la- l'occasion de se confronter à des styles divers de football de par des raisons géographiques. Hein. Et effectivement, ça peut jouer parce ils sont peut-être habitués à un football qui est très compétitif. Parce que, attention, à la CONMEBOL, c'est vraiment un groupe éliminatoire peut-être le plus difficile du monde. Donc, les équipes qui se qualifient pour la Coupe du Monde sud-américaine sont vraiment des équipes qui méritent leur place. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, c'est vrai que jouer on le voit, hein, les sélections, même s'il y a des modes qui infusent un petit peu dans toutes les sélections ont quand même des cultures de jeu qui restent assez établies. Et donc peut-être que éventuellement, s'ils avaient l'opportunité que plus d'équipes se déplaçaient en Amérique latine pour faire des matchs amicaux ou organiser des compétitions là-bas, peut-être que ça pourrait changer. Mais là, à court terme, effectivement, ça reste peut-être l'une des clés, l'une des raisons qui explique les difficultés aux équipes latino-américaines qui ne sont pas le Brésil ou l'Argentine d'accéder au dernier carré dans un mondial. Ok, super. Merci beaucoup Arnaud. T'en prie, merci à toi, Romain. Voilà, mais puis merci à vous. Donc, n'hésitez pas évidemment à laisser vos commentaires, à partager cette vidéo. Et je vous rappelle, bien entendu, que les deux rives ne sont financées par aucun milliardaire, ni aucun État, ni par la FIFA, ni par aucune fédération latino-américaine ou européenne de football. Nous ne comptons que sur vous. Donc, je vous invite à aller sur le site www.lesdeuxrives.info, de cliquer sur « Soutenez-nous » et de faire un apport en fonction de vos moyens pour avoir une autre version, un autre point de vue sur ce continent. Je vous remercie et à très bientôt.